Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez apprécié le Top Crypto de samedi matin. Si vous l'avez loupé, toujours le replay dans la page YouTube des rois du Bitcoin. On va parler Bitcoin bien évidemment aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans une troisième guerre mondiale. On va essayer de répondre à cette question. UBS qui rachète Crédit Suisse pour 2 milliards de dollars. Beaucoup de commentaires dans ce sens-là ce week-end vis-à-vis du Discord des rois du marché. M'a-t-on dit que j'en avais sauvé plus d'un qui voulait acheter ce couteau qui tombe, ce qui donnerait une action proche des 70 centimes de dollars. Donc une moins-value si vous aviez buy ce couteau de l'ordre de moins 70%. Donc bravo à ceux qui ne l'ont pas pris, bien évidemment. On va parler de tout ça et on va parler aussi de la loi Sapin sur le blocage possible des retraits en assurance vie qui sera renouvelable 3 mois, une fois. 3 mois, soit 6 mois. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nous arriver? On a plein de choses à dire dans cette vidéo. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer, suivre la tendance et trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. C'est complètement gratuit, vous l'avez ici dans l'onglet documentation du Discord. Également, demain soir, donc mardi à 21h, les membres bienfaiteurs ont décidé de vous proposer une nouvelle libre antenne. Et cette fois-ci, on ne parlera pas de Fibonacci, mais on parlera de Ichimoku Kinkoyo. Et croyez-moi, s'il y a des belles choses à regarder sur Ichimoku Kinkoyo en ce début de semaine, des belles clôtures, quels que soient les timeframes donnés, j'en ne parlerai donc pas aujourd'hui. Je laisserai l'ensemble des membres bienfaiteurs en parler mardi à 21h. Je ferai une annonce dans Annonce tout simplement. Et j'essaierai d'ailleurs d'y participer avec vous. On commence tout de suite avec Bitcoin. Bitcoin qui nous commence à nouveau plus haut, de toujours plus haut, avec une jolie trendline haussière. Si vous voulez rentrer dans ce train, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours pareil, parce qu'on rentre plutôt dans une phase de distribution ici. D'ailleurs, Hermès a pris un nouveau TP sur son petit long, ici sur les 28 200 et quelques dollars, je crois, 28 300 dollars, bon, peu importe. Ça a été pris, j'ai une notification exactement où sur le premier arrêt du précédent mouvement, depuis Celsius, Terra Luna, etc. Et FTX, bien évidemment. Donc, premier arrêt, on devrait commencer à arriver sur des formes de résistance, des résistances qui sont dites fixes, tout simplement, avec une zone de liquidité complètement logique. Et en fait, on a une sensation qui est assez étrange. Je parle surtout aux traders amateurs et potentiellement les non-expérimentaux ou non-initiés. On va se dire de façon complètement logique, mais on ne va pas rester dans des longues ou dans des shorts indéfiniment. À un moment donné, faudra bien les couper. Il faut comprendre qu'on ajoute à nos longues et on ajoute souvent à nos shorts dans la tendance. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et généralement, on prend ce qu'on appelle les take profits partiels. Les top traders le font de façon mécanique, robotique si vous voulez, et c'est quelque chose qui se passe tout le temps sur les marchés, et notamment sur les contrats futurs. Dès lors, il y a quelque chose qui peut se passer pour beaucoup de personnes qui ont pris ces longues-là. Et d'ailleurs, je l'ai pris plutôt tard, moi. Je l'ai pris aux alentours des 20 000 dollars. Je ne l'ai pas pris tout en bas ici. J'attendais vraiment des confirmations, mais c'est relativement fort. Et c'était en pleine semaine, voire le week-end. Donc j'attendais des petits dips. Et j'avais eu ce tout petit dip ici, là, et je l'avais pris sur les 20 000 dollars. Dès lors, j'ai quelque chose à faire. Et je peux faire quelque chose que beaucoup feront. En réalité, c'est quoi? C'est qu'à partir du deuxième TP, où l'objectif que vous vous êtes donné, vous pouvez le faire avant, vous pouvez le faire après, ou vous pouvez ne pas du tout le faire, c'est vous remontez tout simplement votre stop à break-even. En somme, ce trade ne peut plus être perdant. Dès lors, ça répond à une question fondamentale. Pourquoi je couperai dès lors mon long? Je le couperai plus. J'attendrai tout simplement que mon stop soit pris. Le Bitcoin peut faire ce qu'il veut, mais j'attendrai éventuellement que celui soit pris. De toute manière, j'ai gagné. Je ne peux plus perdre sur ce long, en réalité. Donc ça peut être un long de couverture par rapport à l'effondrement du système bancaire, c'est à peu près le narratif qu'on est en train de voir en ce moment, et c'est exactement la même chose, je vais juste remettre en place, par rapport à des vendeurs à découvert. Vous êtes un vendeur à découvert, vous avez donc suivi la tendance, et vous avez eu raison de le faire. Vous avez peut-être pris le breakout ici, ou vous avez pris juste ici, peut-être un tout petit peu tard par rapport à ce short, et vous l'avez mis au-dessus de la précédente structure, par exemple, et vous avez targeté 0. Bitcoin, tout 0. Ok. Mais quand vous allez commencer à prendre un premier TP, puis un second TP potentiellement, puis un troisième TP potentiellement, vous allez faire quelque chose de mécanique. Vous allez éventuellement baisser votre stop loss à break-even. Dès lors, vous ne pouvez plus perdre en fait ce short-là. Et c'est pour ça qu'on continue à accumuler et à garder sur l'order book, sur le carnet d'ordre, des stops complètement évidents de vendeurs à découvert ou d'acheteurs en levier d'achat.
Mais ils sont gagnants, ces gens-là. Et vous pouvez le faire systématiquement. Dès lors, c'est pas je vends en haut quand je short en haut et je rachète plus bas, ou je rachète ma position plus bas, et c'est pas je long plus haut et puis de toute manière, je vendrai les tops. Ça n'existe pas. Donc 90% du temps, on se fait prendre notre stop. Mais notre stop qui n'est pas perdant. Notre stop qui est à break-even. Et c'est pour ça qu'on conserve la mémoire dans les carnets d'ordre d'explosage de stop loss, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que les gens perdent. Ça veut dire que les gens se font tout simplement stopper, mais qui ont pris des profits qui n'ont potentiellement pas été ultra maximisés. Donc peu ont vendu les 62 472 $ et ont racheté leur position de short sur les 16 248 $. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Hein, c'est super important. On met en place des stratégies, etc. Mais cette stratégie de break-even est très répandue et très connue en réalité. Je pensais que c'était quand même peut-être important de le rappeler dans cette vidéo, et vous pouvez le prendre partout. Hein. Vous pouvez faire exactement la même chose. Ici, par exemple, vous mettez votre stop au-dessus de la précédente structure, vous allez targeter éventuellement 0, parce que ceux qui sont en longue ici, peut-être target l'infini, hein, je ne dis pas du tout 100 000 $, ça commence à tourner pas mal. Et vous mettez en fait mécaniquement votre stop à break-even, et vous prenez des TP partiels lorsque les objectifs sont remplis, tout simplement. Et beaucoup avaient des objectifs aux alentours des 12 000 $ ou 10 000 $ ou 13 000 $. Personnellement, j'avais des opportunités d'achat sur de l'investissement 2, voire de l'investissement 3, si Bitcoin venait s'échouer en dessous des 15 000 $ ou en dessous des 14 000 $. C'est une opportunité pour moi. Si c'est une opportunité pour moi, c'est aussi des opportunités de rachat de position par rapport à des vendeurs découverts dans des formes de latéralisation et de consolidation. Qu'on constate finalement. Est-ce que c'est de la redistribution ou est-ce que c'est de l'accumulation, voire de la réaccumulation dans tes tendances haussières? Voilà, je pense que c'était très important juste pour vous dire qu'il y a encore beaucoup de stops à aller chercher et beaucoup de vendeurs à découvert à aller déloger gagnants. C'est ça, les marchés financiers. Les gagnants payent les perdants, enfin les perdants payent les gagnants, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. J'espère que je vous ai aidé là-dessus, et j'espère que j'ai été très clair. Côté Ethereum, je suis toujours dans mon petit long, je pense qu'on irait chercher ces fameux 2000 $, une espèce de petit point psychologique, hein, tout en restant dans ce magnifique range, mais une espèce de triangle de contraction, de réaccumulation. Si on venait à franchir les fameux 2000 $, moi j'aurais un premier TP ici, de stop complètement évident, de personnes qui ont tout simplement mis leur stop de short là-dedans. Donc je me sers de cette liquidité-là, mais peut-être que ces gens-là sont gagnants, hein. C'est super important de le rappeler. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait quelque chose, je vais dire une bêtise, quelque chose comme ça, ils ont mis un short là-dedans, ils ont mis leur stop au-dessus de la précédente structure, ils ont targeté potentiellement l'infini, ils ont pris des TP partiels, et là ce qu'on attendrait éventuellement, c'est peut-être que soit ils se sont mis à break-even, généralement dans des zones de rechargement de vente logique, moyen terme, court terme, long terme, ou ils ne l'ont pas fait, et puis à ce moment-là, c'est probablement toujours au-dessus des 2000 $, voire ici au-dessus des 2190 $, ou au-dessus des 2200 $. Tout simplement. Donc je me sers de cette liquidité pour moi personnellement prendre des TP, tout simplement. Et vous devriez faire éventuellement de même. Mais c'est vraiment très intéressant cette idée-là de cluster de liquidité qui se sont généralement trouvés dans des formes de contraction ou de petits ranges par rapport à un consensus entre les vendeurs et les acheteurs. La tendance reste notre ami et la tendance sur Ethereum commence à être plutôt jolie. Nous n'avons pas les mêmes confirmations sur Ethereum que Bitcoin. Pourquoi? Parce que Bitcoin est beaucoup plus résilient, avec une dominance beaucoup plus accrue. Et on va faire d'ailleurs ce travail-là au niveau des dominances. Mais juste avant ça, on fait un tout petit tour sur les gaps, parce qu'il y a encore des nouveaux gaps qui se sont positionnés. Ce ne sont clairement pas des gaps de rupture, ce sont des gaps dits de continuation. Et vous les avez ici sur les 27 000 $, vous en avez également ici sur les 20 200 $, etc., etc. Et on a comblé d'ailleurs celui-ci, le précédent, qui était depuis très très longtemps. Juste là, voilà, il a été comblé. Il datait de quand celui-là d'ailleurs? On va regarder ensemble. Je vais rester en délit. Juin 2022. Bon formidable. Allez hop. On peut le supprimer, celui-là il a été comblé. Bravo Bitcoin. Il y en a un autre au-dessus, gap de mai 2022, donc on ira très probablement le chercher, celui-là tôt ou tard. Hein. On peut continuer à consolider, prendre des profits. Il commence à avoir du monde. Hein. On le voit très très bien sur TradingLink, on l'utilise régulièrement. Je suis actuellement sur des Rebit. Voilà, il y a des cartouches d'ordre ici, de prise de profit très probablement, hein, qui se sont positionnées. Et puis on commence à latéraliser une forme de distribution. La résolution de cette distribution, si elle est haussière, ce sera donc considéré comme de la réaccumulation, pour pouvoir pousser le prix encore plus haut, bien évidemment catalysé par de bonnes news, ou en tout cas une psychologie positive par rapport à ce qu'on est en train de vivre, la protection à l'effondrement bancaire,
On va bien sûr en parler dans cette vidéo, je pense que c'est très très important. Beaucoup de news nous sont parvenues tout au long du week-end. Là, ce serait intéressant de prendre des profits. Personnellement, j'ai pris des profits, notamment sur mes longues, sur Bitcoin. Voilà par rapport au gap CME, donc il y en a un tout petit là qui a été mis en place, probablement qu'on ira le chercher. Et même celui-là, on peut encore revenir sur les 20 000 $, sans aucun problème, il n'y a pas de souci avec ça. Et évidemment, je fais juste ce truc, et je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi si vous voulez juste après. Je prends juste un tout petit peu de temps pour refaire un travail sur la dominance sectorielle. On l'avait vu ensemble, c'était juste ici, par rapport à Bitcoin dominance. Donc BTCD, où est-ce qu'il est? Il est la BTCD. Donc je vous avais dit, ça peut être intéressant éventuellement d'avoir... On était par là, hein. Je me dis, vous avez une belle structure, si c'est vous les si, peut-être que Bitcoin sera plus intéressant d'en avoir que d'aller chercher des petites cryptos, même si on adore nos petites cryptos préférées et qu'on tombe presque amoureux de ces petites cryptos-là. Quand vous avez des jolies structures au niveau de la dominance, ça peut être intéressant peut-être d'être un tout petit peu plus exposé sur Bitcoin plutôt que Ethereum. Et pour le coup, Ethereum a été beaucoup plus résilient, ont été longtemps plus résilients que Bitcoin. Et puis là, Bitcoin rattrape son retard et reprend de la dominance. Donc on peut commencer à se poser la question si ça peut être intéressant de passer maintenant de Bitcoin à Ethereum ou crypto du top 20, du top 10 ou ce que vous voulez. C'est une réflexion que vous devez avoir. Et là, on va essayer de regarder ce qui s'était passé finalement sur le graphique de Bitcoin lorsqu'il y a eu en fait ces arrachés au niveau de ce biseau finalement qui s'est créé, qui s'est dessiné, hein, on le constate bien évidemment. Donc quand on voit il fait des mèches comme ça, c'est un petit peu difficile à encadrer, donc celui-là on peut presque l'effacer si vous voulez, mais on va le laisser, ça reste relativement joli. Donc on va chercher de la dominance haute et puis on crée une espèce de biseau descendant tout simplement, une espèce d'oblique et on arrive sur cet objectif-là, tout simplement. Donc on va regarder sur le cours, qu'est-ce que ça avait donné? Ça avait donné ça. Quand on était tout en bas au niveau de la dominance, donc ici c'est dominance basse et ici c'est dominance haute par rapport à ce canal. Ah, on est d'accord. Donc ici vous avez eu un tout petit pump, ou un joli pump d'ailleurs, et puis quand on arrive sur la borne haute, vous avez des petits retracements. Hein, juste là, vous avez des... C'est très léger les retracements que vous avez, mais vous avez des espèces de dips. Et puis on arrive sur la dominance basse, et puis vous avez une accélération aussi. Hein. Quand on arrive sur la borne haute, et vous avez un décrochage pour aller chercher cette borne basse. Donc encore une fois, un dip. Donc on était dans la tendance. Donc beaucoup l'avaient encadré, hein, ne nous y trompons pas, moi le premier. Hein. Ici c'était Bitcoin 100 000 $. Hein. Il n'y avait pas de problème avec ça. J'étais peut-être moins... j'étais en dehors de mes zones de rechargement, donc j'étais peut-être moins agressif d'un point de vue bullish dans mes discours si vous reprenez cette période-là par rapport au roi du Bitcoin, mais vous étiez sur un premier arrêt du précédent mouvement, donc on pouvait acheter le dip, et beaucoup ont acheté le dip des 53 000 $, et pas qu'un peu, hein. Ils ont vraiment appuyé fort, hein, et beaucoup l'ont fait, et c'était pas une mauvaise solution, hein. Vous aviez un magnifique canal, ce canal a été brisé, les news fondamentales ont été très catalysantes et très violentes, et puis l'augmentation des taux, et puis le narratif se met en place, et on va chercher, on retourne cette dynamique, et on va chercher de la baisse. Mais on était arrivé là-dedans, donc on a une forme de baisse, et puis lorsqu'on arrive sur cette borne basse au niveau de la dominance, vous avez un rebond, on le voit très bien ce rebond, hein. On avait fait d'ailleurs un magnifique W weekly, trimestriel, enfin en semaine, avec au-dessus du premier arrêt, c'était plutôt boule, et puis malheureusement c'est le sus. Bon, d'accord. D'ailleurs, on revient chercher cette borne haute, et entre cette borne haute et cette borne basse, vous avez une forme de latéralisation. Et puis là, on est reparti pour aller chercher cette borne haute, et on arrive sur la borne haute. Ok? Donc on est très loin, hein, éloigné par rapport au prix, donc on ne regarde pas le prix, on regarde bien les dominances, hein, c'est très important. Dès lors, si on arrive sur cette petite borne haute, on y est à quelques cheveux. Oh, pardon, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Juste ici, on est dessus quasiment, hein, d'accord? On revient quasiment sur les 0,50 de dominance par rapport à Bitcoin. Est-ce que, oui ou non, on peut encadrer un petit dip, hein, tout simplement? Est-ce que c'est pas finalement ça qui nous attend? Ou est-ce que c'est pas peut-être quelque chose comme ça qui nous attend pour acheter le dip et puis après continuer là? Et à ce moment-là, vous verrez ce type de choses sur la dominance. Quelque chose comme ça. Ethereum va en profiter. Nos crypto-actifs qui sont un petit peu à la traîne vont en profiter. Donc c'est peut-être là qu'il faut mettre en place des idées d'arbitrage. Hein. C'est complexe à faire, mais c'est que du bon sens. Hein. Faites en fonction de ce que vous voyez, non pas en fonction de ce que vous croyez. Et bien évidemment, on investit dans des tokens qu'on pense qu'ils seront encore là dans 5 ans ou dans 10 ans. Je pense que c'est une bonne approche, en tout cas une approche dite rationnelle, et puis vous aurez une dominance qui va perdre. Ça ne veut pas dire que ça va dipper fort et qu'on va repartir à la cave au niveau du Bitcoin. C'est-à-dire que la dominance de Bitcoin vis-à-vis du crypto total va tout simplement se déprécier. Donc nos cryptoactifs vont peut-être mieux performer, voire surperformer Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'on repart en bull market et tout est quanti, hein. Pas du tout. Hein. La stratégie, en tout cas ma stratégie est claire, nette et précise, c'est que j'ai des targets, j'ai des objectifs et je pense que les gouvernements, les États et nos présidents ont la possibilité de faire très mal à Bitcoin. Hein, c'est eux qui contrôlent la monnaie, c'est eux qui contrôlent le monde, c'est eux, vous m'avez compris. Hein. Faites très attention à ça. Le narratif peut être très vite
très vite couper, en tout cas on peut vite se faire couper les ailes. Mais généralement, c'est rare qu'on le fasse maintenant, hein. On ne va pas partir à 12 000 $ tout de suite. Il faudrait le construire. C'est toujours pareil, hein. Ce n'est pas unidirectionnel, mais c'est pas forcément... Bon, ici, c'était quand même assez violent pour le coup, mais il faudrait une sacrée news catalysante. Pour l'instant, je la vois pas. Et je la vois pas depuis longtemps. Enfin, on la voit plus, cette news catalysante. On l'a dit, on l'a redit. On avait eu quand même eu très peur par rapport à l'USDC vis-à-vis de Circle, par rapport à la faillite de Silvergate, de Silicon Valley Bank, ou Silvergate, ou signature. Mais finalement, c'est haussier, la tendance a été breakée, les indicateurs techniques nous donnent la direction d'or, c'est difficile d'être baissier et encore plus difficile de se hedger ou de prendre des shorts lorsque le TGV part. En fait, ce qu'on est en train d'observer ici, si vous voulez shorter ce marché, c'est exactement la même idée que de longues là-dedans, hein. Ça, on va pas mettre des longues là-dedans, on va difficilement mettre des longues là-dedans. On attend quoi? On attend de la consolidation et potentiellement soit une continuation, soit un retournement. Hein, on attendra bien de la consolidation. Ceux qui sont ultra baissiers, et ils ont peut-être raison, à ce moment-là, vous attendez potentiellement vos breakouts, vous attendez vos résolutions, vous attendez vos news catalysantes, et vous prenez éventuellement la baisse. À ce moment-là, nous, notre objectif, nous les bouboules, il faudra qu'on vienne vous déloger. Soit finalement, vous êtes plutôt long, et à ce moment-là, vous attendez ça, et vous, les bears, ce sera de venir vous déloger. Mais on peut continuer comme ça relativement longtemps. J'espère que je vous ai aidé. On a parlé gap, on a parlé TP sur le petit long qu'on avait mis en place depuis quelques temps. Et on va parler de quelques news maintenant qui, je pense, sont très intéressantes. Juste avant ça, on fait tout vraiment très léger. Un tout petit peu d'ordre flow. On continue à avoir de l'open interest qui commence à s'agrémenter. Les échangeurs sont très contents puisque les gens long et short ce Bitcoin avec des positions de plus en plus grosses, avec des leviers de plus en plus importants. C'est pas forcément ce qu'il faut faire lorsqu'il y a un retour de la volatilité. Faites très attention à ça parce qu'on peut se prendre des drawdowns et on se l'est vu avec Silvergate Bank, etc. Enfin, Silvergate ou ce gros drama qu'il y avait eu, on parle de 400 millions de $ de liquidation en l'espace d'un week-end, c'est quand même pas rien. Mais pour l'instant, je ne vois rien d'inquiétant. On continue bien à soutenir ce marché. Les USDT sortent actuellement du marché pour aller dans Bitcoin. On le voit très très bien ici, hein, c'est clairement ce qu'on a. Vous pouvez vous mettre dans n'importe quel time frame, les données ont été faites. Vous pouvez utiliser des Fibonacci, vous pouvez utiliser des structures, vous pouvez utiliser des obliques. Ceci n'est pas haussier sur la dominance au niveau des stablecoins USDT, USDC, DAI, BUSD. Ce n'est pas haussier. Et les pegs sont là, il n'y a pas de dépeg là, à ce qu'on est en train d'observer. Donc quand on arrivera dans l'onglet vente, donc là on peut récupérer à peu près 50 milliards, 60 milliards de dollars je pense, pour les déverser sur Bitcoin peut-être, s'ils continuent à avoir cette forme de dominance, ou sur nos tokens préférés, en espérant que ce soit les nôtres. S'ils ne sont pas les nôtres, on attendra le dip si vous voulez éventuellement arbitrer sur des tokens que vous pensiez qui étaient très intéressants et que finalement ne le sont pas. Mais il faut du temps, bien évidemment, pour ça. J'ai personnellement remis une position sur ADA Cardano, par exemple. Personne n'en parle, tout le monde crache dessus. Moi, je trouve ça intéressant. J'ai mis un nouvel investissement ce week-end sur ADA Cardano, tout simplement. Mais ça fait tout simplement partie de mon plan. Donc, j'ai utilisé des bénéfices que j'ai réalisés sur mon long, que j'ai implémenté directement sur la table des rois. Donc, je suis parti avec un capital de 15 666 $. Pourquoi? Parce que les bénéfices de mon long, je les ajoute dans mon portefeuille de capital d'investissement. Mes pertes, malheureusement, je les note en pertes. Hein, il faut bien le comprendre aussi. Donc Hermès, il fait très très peu de contrats futurs. Et quand il les fait, généralement, il prend la tendance. Ça a fonctionné pour moi en ce moment. Donc je le note, mais je l'aurais noté dans l'autre sens si j'avais eu tort. Hein, bien évidemment. On se serait retrouvé à 14 827 $ à l'heure où je vous parle. J'aurais pris mon capital et je l'aurais découpé. Hein, et j'aurais pas été content, mais c'était un risque qu'il fallait prendre. Donc j'ai rajouté ça et puis j'ai pris une petite position sur ADA Cardano. Voilà, donc pour l'instant, pour moi, tout se passe bien. Je suis très content de l'observer, mais je suis clairement pas all-in, hein, bien évidemment. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Mais comme ça, on est complètement transparent. Et puis, on a été très très mal hein, depuis le début de l'année 2022. On a vu des drawdowns qui n'étaient pas très très jolis. Donc, on avait pris un capital de 10 000 €. Enfin, vous comprenez un peu l'histoire. On avait fait pas mal de vidéos dédiées par rapport à ça. Bon, on va parler un petit peu de news, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. On va essayer de les trouver tout de suite. La première chose, et la news qui est en train de faire le tour du monde, c'est celle-ci. La Fed, la BCE et d'autres banques centrales annoncent une action coordonnée. La Réserve fédérale américaine et plusieurs autres banques centrales ont annoncé dimanche soir une action coordonnée visant à accroître les flux de dollars américains dans le système financier mondial. Donc, est-ce que ça veut dire retour de la planche à billets? Est-ce que ça veut dire que... Non, c'est un soutien par rapport à la devise elle-même du dollar pour pouvoir continuer. Enfin, si vous voulez, on va parler plutôt crûment. On essaye de maintenir la domination et l'hégémonie du dollar au niveau mondial. Voilà, au moins je résume à peu près le truc. Et il faut le faire. Il faut le faire. Toutes les banques aujourd'hui occidentales sont très interdépendantes et sont interdépendantes au dollar. Donc si vous laissez tomber le dollar,
On va peut-être pas récupérer l'euro, on va peut-être pas récupérer la livre turque, on va peut-être pas récupérer, vous avez compris un peu l'histoire. Aujourd'hui, c'est le dollar, on fonctionne sur le dollar, et quasi tous les contrats aujourd'hui sont réalisés dans la devise dollar. Donc si la dollar a des problèmes de liquidité, ça va être très compliqué pour le commerce international. Donc c'est pas une mauvaise chose. Par contre, il y a un relais immédiat par rapport à la décision maintenant de la Fed. J'ai essayé de vous retrouver la news, je ne l'ai pas retrouvée, mais on en avait parlé il y a plusieurs mois de cela, où il y avait la Banque centrale, la BOJ, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, etc., qui avaient, enfin pas intenté, qui avait dit, hein, on va le dire comme ça, qui avait dit arrêtez d'augmenter trop fort vos taux parce que nous on est en train de se prendre des cartouches. Vous comprenez, hein, vous vous rappelez de cette histoire-là. C'est Christine Lagarde qui avait dit ne soyez pas trop agressifs, vous êtes déjà allés trop vite, trop loin, trop fort. Nous, on n'arrive pas à suivre, on ne veut pas rentrer en récession, donc arrêtez de voter mon taux. Et qu'a fait Powell? Il a augmenté de 0,75 points. Et on s'était dit à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas les États-Unis qui sont en train de faire un pied de nez à l'ensemble des autres banques centrales mondiales occidentales, hein, d'accord? Donc BCE, BOJ, etc. Et là, en fait, on peut imaginer que les États-Unis se sont pris les pieds dans le tapis. Dès lors, ils ne pourront plus augmenter. Enfin, c'est pas qu'ils pourront plus, mais c'est que ça va être très difficile pour eux pour faire passer ce compromis-là, si vous voulez. Donc, demander de l'aide aux autres banques centrales, de dire bah, moi, je continue de toute manière dans mon délire de j'augmente des taux jusqu'à l'infini pour retrouver une inflation à 2%. Ça, maintenant, je pense qu'il faut tout de suite l'enlever de l'esprit. Et ça ne m'a pas du tout étonné ce matin même, en regardant au niveau du consensus vis-à-vis de l'augmentation des taux de la Fed, et ben on est sur 4,50, 4,75. Donc il y a 60%, 58% des opérateurs qui pensent qu'on ne va pas augmenter les taux le 22 mars. Dans 2 jours, la Fed n'augmentera pas les taux. Et c'est potentiellement ce que je pense. Alors, il peut augmenter de 0,25. Le consensus, c'est encore de 0,25. Mais il faut oublier les 0,50, les 0,75. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus aller plus haut maintenant. Bah oui, puisqu'on commence à comprendre que l'augmentation des taux crée ces problèmes de liquidité. Donc si ça crée des problèmes de liquidité, on va arrêter d'augmenter les taux. Eh oui, évidemment. Donc peut-être que la Banque Centrale Européenne va continuer doucement à augmenter les taux de 0,50 points, de 0,50 points, puis 0,25 points, en veillant à ne pas briser l'économie, bien que la demande reste forte aujourd'hui, que l'emploi reste solide, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, et je suis plutôt content de l'observer, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir 2 millions de chômeurs de plus pour faire baisser l'inflation. Je pense qu'il faut trouver d'autres mécanismes, et les mécanismes qui ont été trouvés, c'est toujours les mêmes. C'est on crée de la liquidité, donc on relance indirectement la planche à billets, tout simplement. Et ça bloque en réalité la Fed par rapport à cette situation-là. Donc je suis très content de l'observer. Ça ne veut pas dire qu'on a le pivot, hein. Ce pivot, je ne l'encadre pas du tout. Je pense qu'on restera sur un plancher haut, mais moins haut que le consensus il y a encore une semaine en arrière. Tout simplement. Donc ça, je pense que c'est aussi extrêmement important. Deuxième chose qui peut éventuellement nous faire penser qu'on va commencer à arriver dans une forme de distribution, que ce soit sur des actions, que ce soit sur les cryptos, hein, parce qu'on peut faire éventuellement un cas de généralité, c'est que le sentiment commence à être bullish maintenant. Au niveau de Wall Street, au niveau du S&P 500, on a repassé les 50% de la neutralité. Vous vous rappelez, on était à 23, on était à 27. Je dis, mais comment vous voulez être baissier sur un truc si tout le monde est baissier, c'est pas possible. On commence à être plutôt bullish. Rappelez-vous, au niveau du CAC 40, avant d'aller sur les ATH, il y avait 12% de short, enfin 12% de long, et 87%, 88% de short. Bon, on a fait un nouvel ATH, mais on commence à redevenir un tout petit peu bullish. Le sentiment revient bullish. Pourquoi? Parce qu'on est en train de tuer le risque. Et on est en train de nous souffler à l'oreille qu'on va peut-être relancer la planche à billets. Ce que je pense, c'est que ça va tarder. Je pense pas que ça va être fait d'un claquement de doigts, plus vite, plus fort, etc. Je pense qu'il y aura un temps où on va commencer à serrer les fesses pendant plusieurs mois, je pense. Mais quand on va décider d'enclencher la seconde, ça va aller plus vite, plus fort, etc. Je pense qu'on ira encore potentiellement plus vite que ce qui s'est passé pour le Covid. Donc il faudra juste bien accrocher sa ceinture. D'ici là, turbulence, attention, prenez vos profits lorsqu'ils se présentent et gardez bien évidemment votre plan. On continue avec des choses aussi extrêmement pertinentes. Donc ça, vous savez que le 22, vous avez en fait... alors, Christine Lagarde va parler tous les jours, c'est formidable, elle va nous rassurer. Donc elle va dire faites ce que je fais, faites ce que j'y fais, faites pas ce que je fais. Mais grosso modo, c'est à peu près la même chose. Et vous avez le mercredi au niveau du CPI et au niveau de l'augmentation des taux. Tout simplement, voilà, décision de la Fed, ce sera donc à 19h le mercredi 22. Des choses aussi extrêmement pertinentes, c'est la Fed. Voilà, je vous laisserai relire ça, c'est pas exactement ce que j'ai dit, mais il y a aussi des choses. La Fed se retrouve dans une situation perdant-perdant avant la prochaine décision FOMC, mais si vous voulez, ça va dans le même sens et dans la même direction de ce que je viens de vous dire. Je voulais juste vous parler de ça, je trouve ça très intéressant.
Je reprends par rapport à ces idées reçues que les assurances vie, c'est un dû. En réalité, quand vous placez de l'argent dans une assurance vie, vous avez les mêmes garanties, les mêmes tout ce que vous voulez par rapport à un livret A ou par rapport à un écureuil ou un livret d'épargne populaire, etc. La réponse est non. Il faut comprendre que les assurances vie sont gérées par des entreprises privées. Dès lors, vous êtes considéré comme un créancier. Hein, c'est super important. Maintenant, il y a des choses, parce que c'est quand même très encadré, très contrôlé, très légiféré. Est-ce qu'on pourrait venir ou pas à nous prendre l'argent des assurances vie? Beaucoup le pensent. Bah, et en fait, il y a d'autres mécanismes avant de vous prendre votre argent sur vos assurances vie ou sur votre livret d'épargne ou directement dans votre compte bancaire. Si vous aviez déjà rencontré des situations difficiles, vous devez savoir ce que c'est un avis à tiers détenteur. Un avis à tiers détenteur, c'est si vous ne payez pas vos factures ou vos impôts, et ben, vous avez des mécanismes qui permettent d'aller directement chercher sur votre compte bancaire et notamment sur votre concurrent, vous laissez un minimum, ou directement ce qu'on appelle des saisies sur salaire. C'est très courant en réalité. On est beaucoup en fait à vivre ce type de choses. On nous pousse à consommer, mais bah, il faut aussi payer les impôts. Hein, ça, c'est comme ça. Donc, est-ce qu'on peut éventuellement empêcher les gens de retirer notre argent? Oui, en réalité, il y avait une loi Sapin, ce qu'on appelle la loi Sapin 2, qui a été sortie, c'était en 2016, je le dis de tête, hein, je crois que c'est 2016, et ils avaient la possibilité sur une décision arbitraire, hein, c'est pas du tout un vote ou quoi que ce soit, c'est une décision arbitraire, très rapide, en un claquement de doigts, d'empêcher les gens de retirer l'argent sur les assurances vie. Aujourd'hui, les assurances vie en France, ça représente 1800 milliards d'euros. 1800 milliards d'euros. Alors, je crois que c'est 1840 ou 1845, mais 1800 milliards d'euros d'assurance vie sur les livrets A. Pas sur les livrets A, sur les assurances vie. Et oui, ils ont la possibilité d'arbitrairement de bloquer les retraits. Parce qu'on sait que c'est ça le vrai problème. Tout le monde nous parle et nous bassine de bank run. Bank run, bank run, bank run. Un bank run, c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui dans les stations essence Total. Ils ont bloqué les raffineries par rapport au 49.3. Donc ils bloquent des raffineries, il y a déjà les premières pénuries qu'on se retrouve dans les stations marché. C'est exactement la même chose. Si vous retirez votre argent liquide, si vous sortez en fait votre argent, vous allez dégommer les distributeurs. Partez du principe qu'il y a de moins en moins d'argent aussi dans les distributeurs, ils ne sont pas complètement fous. Mais si vous sortez cet argent-là ou vous les mettez sur votre compte ou vous voulez, je ne sais pas trop, même compte à l'étranger, pourquoi pas? Parce que vous n'avez pas confiance en ce truc-là. Ou les investir dans le Bitcoin. Évidemment, on peut très bien aussi retirer et puis dire je fais un virement de je sais pas combien de milliers d'euros sur un échangeur, PSAN, etc. Et bah c'est considéré comme du bank run. Ce serait exactement le même mécanisme ce qui se passe avec les stations-service. Quand il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'essence. Bah, s'il n'y a plus d'essence, ça revient à dire qu'il n'y a plus de liquidité. S'il n'y a plus de liquidité, ça coince. Évidemment. Donc ils ont la possibilité de le faire 3 mois, renouvelable 3 mois, ça n'a jamais été fait, mais ce sont en fait des mécanismes qui avaient été mis en place. Il y en a eu beaucoup, je pense qu'on pourrait vraiment faire un bouquin là-dessus, sur tous les mécanismes et toutes les lois qui ont été votées, un petit peu des lois dans des textes de loi, dans des groupements de textes de loi, et il y a des trucs comme ça qui ressortent, qui n'ont jamais été utilisés, qui tout le monde pense, parce qu'on le vote très vite en fait, et tout le monde pense qu'on n'en aura jamais besoin, et le jour où on en a besoin, bah ça est là. C'est ce qu'on demande à nos députés, c'est ce qu'on demande à nos législateurs, bien évidemment. Donc 3 mois, renouvelable 3 mois, c'est possible, hein, qu'on nous demande d'arrêter d'aller chercher notre argent, notamment dans les assurances vie. Ça aussi, c'est très important. Et d'ailleurs, je pense même qu'on va probablement titrer cette vignette par rapport à Troisième Guerre mondiale ou à l'aube d'une Troisième Guerre mondiale. On le sait, c'est validé. Fusils, drones, gilets pare-balles, la Chine envoie des armes à la Russie. Alors c'est toujours très drôle parce que ce n'est pas directement pour soutenir l'effort de guerre de la Russie en Ukraine, c'est par rapport à des contrats qui avaient été passés en amont, qui ont été avancés ou qui avaient été payés en avance ou qui. Vous allez voir qu'on va en fait on joue. Enfin, c'est exactement comme le gaz. On n'a jamais autant acheté de gaz russe que pendant la crise du gaz russe. Pour être tout à fait honnête avec vous, on l'a juste payé 7 fois plus cher, mais pas directement à la Russie, aux pays limitrophes, tout simplement, et notamment la Chine. Donc tout le gaz qu'on a dans nos réserves, c'est clairement du gaz russe. Pire encore, il y a eu un effet spéculatif de dire que comme on avait mis en place on ne pourrait plus acheter du gaz russe jusqu'au 31 mars ou jusqu'au 31 décembre, j'en sais rien, bah tout le monde a décidé de remplir à fond les cales de gaz, que ce soit partout dans les pays européens, parce que en fait leur propre... Enfin, faut pas que je sois vulgaire. Leur décision collective ont fait en fait une pression acheteuse très forte sur un très court moment qui ont fait exploser le prix du gaz. Mais aujourd'hui, si vous regardez le prix du gaz, bah, tout va plutôt bien dans le meilleur des mondes, j'ai envie de vous dire. On peut reprendre aussi du TFM. Bon, bah, on retrouve des niveaux relativement hauts. Hein. Il y a toujours ces sanctions, etc. Donc on est les principaux, entre guillemets, d'ailleurs, on peut dire qu'on est les principaux contributeurs de ces sanctions-là, malheureusement. On parle des pays européens, c'est pas vraiment ce qu'il fallait, ce qu'on pensait, mais voilà ce qui s'est passé en réalité. Hein. Si vous faites des décisions, bah, le prix spéculatif monte très très fort. Et c'est bien tout ça, c'est quasiment du gaz russe. Alors c'est pas le gaz russe directement, ça c'est
Je sais plus, norvégien, je crois, ou irlandais, je sais plus trop. Bref, c'est le cours européen, si vous voulez, au niveau du gaz et du GNL. Donc c'est toujours la même chose. Ce sont des effets spéculatifs. Et on peut très bien avoir ce type de choses sur Bitcoin. C'est aussi ça qui peut être très dangereux. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont potentiellement du mauvais côté du mouvement, ou pour beaucoup de personnes qui l'achèteraient potentiellement là-dedans, hein. Donc les idées spéculatives peuvent être complètement folles, qu'on peut bien sûr l'imaginer. Donc ça, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut enfin, enlever complètement notre esprit. C'est qu'on est sur une nouvelle forme de guerre aujourd'hui, et c'est très présent en fait depuis la guerre en Irak et la guerre en Afghanistan. C'est qu'on fait ou la guerre en Syrie, c'est à peu près la même chose, lorsque Vladimir Poutine était venu en aide à Bachar al-Assad, alors que la France avait euh, un vrai conflit militaire avec des avions de chasse, etc., directement sur le sol syrien. Donc ça, ce sont les nouvelles guerres du 21e siècle. C'est qu'en réalité, on ne fait pas la guerre chez nous, mais on la fait malheureusement contre des ennemis. Enfin, en tout cas, Vladimir Poutine est un ennemi de l'Europe ou un ennemi de tout ce que vous voulez. Et c'est les nouvelles formes de guerre aujourd'hui qui sont en train de mettre plus en place. Et la Chine prend parti. Et là, elle prend plus parti entre les mots. Elle va d'ailleurs le voir demain, Vladimir Poutine. Donc Xi Jinping sera en Russie demain. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Ça peut être des choses qui peuvent être extrêmement graves. Et on est bien rentré. Donc aujourd'hui, on peut le dire et je pense qu'on peut l'attester. On est bien rentré dans une troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale ne veut pas dire guerre nucléaire. Pas du tout. Et il y a des choses qui vont être mises en place, mais d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, euh, d'un point de vue allié, d'un point de vue tout ce que vous voulez, et toute la géopolitique est en train de changer. Alors on pourra parler des BRICS, on pourra parler de l'OTAN, on pourra parler de tout ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui est en train de changer. On est dans une forme de mutation. On ne sait pas comment ça va sortir, c'est pas forcément la loi du plus fort qui va l'emporter, et peut-être que Bitcoin aujourd'hui, et je suis toujours focus par rapport à mes objectifs, et peut-être que Bitcoin est aujourd'hui et sera peut-être considéré comme un garde-fou, comme une forme d'assurance de potentiel, pas cataclysme financier, mais de potentiel grincement ou potentiel difficultés qu'on pourrait rencontrer dans ces échanges commerciaux. Et je parle ici de l'assurance de ces, du respect de ces contrats commerciaux. On n'arrêtera pas de travailler avec la Chine. Les États-Unis n'arrêteront pas de travailler avec la Chine. Mais peut-être que l'un voudra plus utiliser le dollar et l'autre voudra plus utiliser le yuan. Peut-être que Bitcoin peut être intéressant pour ces échanges-là, en tout cas pour sécuriser ces échanges commerciaux. Il faut aussi le voir comme ça, et je pense que c'est pas une mauvaise idée de le regarder comme ça dans les 5 ou 10 prochaines années, et c'est très bon pour Bitcoin, pour être tout à fait honnête avec vous. On continue avec ça, puisque quand il y a de sang et quand il y a des opportunités, bien évidemment que les gros sont là, le PDG de BlackRock est optimiste sur la tokenisation des marchés financiers. On en avait déjà parlé, c'est pas quelque chose d'hier, donc il le répète, hein. Ça fait déjà plus d'1 an qu'il le répète, donc là maintenant ça revient un petit peu au devant de la scène. Ce sont des news en fait qui sont réalimentées, et généralement quand vous êtes un PDG, quand vous êtes un politique, vous allez faire plein de plateaux de TV pendant les 6 mois et vous répétez la même chose. Donc ça ressort, tout simplement, mais on a l'impression que c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau, ça fait des mois et des années qu'il le dit. Ici, les plus grands gestionnaires d'actifs au monde, BlackRock, explore la tokenisation des actions. Donc je pense qu'on va dans ce sens-là. Ça fait très longtemps, nous, sur la chaîne des rois du Bitcoin, que j'essaye de vous témoigner cette puissance de la tokenisation des usages. On a vécu la digitalisation des usages, et là on est en train de vivre la tokenisation des usages. BlackRock va dans ce sens-là, et je suis très heureux de le lire, tout simplement, en même temps que vous, hein. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, bien évidemment. C'est un scénario et un narratif qu'on construit. Si tu veux me donner capital, les bloquer, ça bug souvent ce truc-là. Très bonne nouvelle, enfin très bonne nouvelle. Bon, très mauvaise nouvelle pour les actionnaires, bien évidemment, mais UBS propose 2 millions de dollars, ou 2 millions d'euros, ou 2 millions de francs de CHF pour pouvoir racheter Crédit Suisse. Je crois que ça a été validé, je pense que ça a été fait dimanche soir. D'ailleurs, il y a eu une petite blague de Justinson qui propose 1,5 milliard de dollars pour l'achat de Crédit Suisse. Ça, enfin, c'est pas une blague, c'est juste un coup de marketing, clairement, hein. Parce qu'en fait, UBS a proposé 1 milliard, Justinson propose 1,5 milliard et UBS repropose 2 milliards, validé par le Crédit Suisse. C'est pas parce que vous proposez 1000 milliards de dollars pour acheter un truc que vous allez l'avoir. Ça se passe pas comme ça, hein. Soyez complètement convaincus. C'est pas celui qui a le plus d'argent qui va emporter le marché. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est un beaucoup de pub. Je pense qu'en le faisant, il savait très bien qu'il l'aurait pas, un Crédit Suisse. Mais c'est très bien pour mettre en lumière son business, sa personne, son ego et son entreprise. Hein, tout simplement. Et je trouve que c'est plutôt bien mené, puisque ça fait un bruit plutôt positif, notamment sur Twitter, etc. Donc ce qui revient sur une action par rapport à Crédit Suisse, je crois aux alentours des 70 centimes de dollars.
Et actuellement, elle était à 2, je crois qu'elle était descendue à 2 dollars au niveau du Crédit Suisse. C'est descendu à 70. J'espère que vous n'avez pas mis all-in, bien évidemment, dans cette panique bancaire au niveau du Crédit Suisse. Ce truc est baissier, n'y allez pas, mais je ne peux pas vous dire différemment les choses, bien évidemment. On continue avec des toutes petites news et on va aller relativement vite par rapport à ça pour finir cette vidéo et clôturer cette vidéo. J'espère que j'aurai été très clair dans ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Silvergate, puis SVB, puis Signature, une centaine de banques au bord du gouffre. On parle aujourd'hui de 183 banques aux États-Unis répertoriées qui seraient en cours de liquidité, qui seraient au bord du gouffre et au bord de la faillite. 183, c'est quand même pas rien. Ah, même près de 200 banques locales sont menacées d'effondrement maintenant à cause de Jérôme Powell. Bon, c'est un petit peu vite dit, hein, je suis sur CoinTribune, ok, pas de problème avec ça. Bon, grosso modo, ça crée des grinçages, hein, ça crée des grippes dans le roulement, bien évidemment. Et il y a beaucoup de banques par rapport à ce constat-là, puisqu'il y a eu des sauvetages et la conservation de tous les dépôts, quelles que soient les banques qui ont été fermées hein, en l'espace de 24 heures, des banques américaines, et je pense que beaucoup de petites banques locales américaines, demandent aux autorités de protéger tous les dépôts. De protéger tous les dépôts. Je pense que comme en 2008, c'est ce qui sera annoncé. Donc, ils ne pourront clairement pas le faire, parce que là, c'est dollar to the cave, hein, bien évidemment, s'il y a des vrais problèmes de liquidité, mais ça ne devrait pas mal se passer, parce qu'on connaît ces mécanismes-là, ils connaissent ces mécanismes-là, je pense qu'ils sont suffisamment bien payés pour comprendre ce qui est en train de se passer dans leur propre pays. Donc, c'est toujours la même chose, on pense que c'est la dernière crise, c'est la crise de tous les temps, Non, c'est une crise et c'est relativement cyclique, et je pense que ça va être une forme d'annonce. Pourquoi ? Parce que ça évitera le bank run. Si on vous dit que vous êtes Société Générale ou c'est BNP Paribas. BNP Paribas, BNP a eu un petit souci d'ailleurs avec Crédit Suisse. Il y a eu un petit peu de FUD. Et on vous dit non, mais ça sert à rien d'aller aller chercher votre argent chez BNP Paribas pour l'envoyer chez Crédit Foncier ou Crédit Agricole. Parce qu'en fait, BNP Paribas a des ramifications dans Crédit Agricole. Et si vous enlevez tout l'argent de BNP Paribas et que vous l'envoyez sur Crédit Agricole, les deux tombent. C'est ça la réalité. C'est pas je retire tout mon argent et je vais le mettre sous le matelas. C'est pas ça. Vous ne pourrez pas le faire. Il n'y a pas assez de monnaie en circulation de toute manière. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est l'envoyer sur du Bitcoin. Et partez du principe que s'il y a une vraie poussée au niveau du Bitcoin, ça va vite être interdit le bordel. Vous prenez bien vos profits et retirez-les. Hein. Ça risque de faire très mal. C'est pas ce qu'on est en train de voir. D'accord ? C'est super important. Hein. Ok ? Donc je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le dire. Ce sera probablement pas dit comme ça, mais on pourra le comprendre comme ça. Et je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Je finis sur deux petites choses. Les décideurs de FTX relèvent un trou de 6,8 milliards. On parlait de 5 milliards, on parlait de 3 milliards, on parlait de 10 milliards. Apparemment, ce serait 6,8 milliards, ce qui correspond grosso modo à un tout petit peu plus de la moitié, me semble-t-il, des dépôts qui étaient censés avoir au niveau de FTX. Dès lors, on peut penser que ceux qui sont piégés dans FTX pourraient peut-être récupérer, on l'espère, dans plusieurs mois, hein, bien évidemment, mais au moins la moitié de leurs tokens, la moitié de leurs cryptos. Et si les cryptos auront pumpé, si vous voulez, peut-être qu'on pourrait récupérer quelques tokens. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il y ait une liquidation pure et simple, en réalité, de tous ces actifs-là. Ce qui pourrait quand même avoir une forme de pression sur beaucoup de nos tokens préférés, etc. Donc, c'est pas si énorme, hein, c'est pas colossal. Et je sais que beaucoup préfèrent retrouver ces tokens plutôt que de le transformer en dollars pour récupérer des dollars dans 9 ans. Vous imaginez la dévaluation dans 9 ans ? Ce serait fou, quand même. Donc, je pense que vous serez plutôt content de récupérer des bitcoins et j'espère que ça ira dans ce sens-là. Pour l'instant, c'est toujours dans la cold wallet, bien évidemment. Pour continuer, pour clôturer par rapport à cette fameuse Troisième Guerre mondiale, on peut l'appeler comme ça, n'ayons pas peur des mots, bien évidemment, même si c'est pas forcément positif. Fini le libre-échange, l'enjeu clé est désormais la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Voilà ce que font les Américains. La stratégie économique américaine mondiale désormais incarnée par l'inflation réduction Act, et d'ailleurs l'Europe commence à se rebiffer hein, par rapport à cette décision très unilatérale hein, des Américains, a pour objectif d'ajuster la globalisation, donc de contrer la montée en puissance de la Chine, explique dans la tribune Le Monde Olivier Sueur, l'analyste Olivier Sueur. Je pense que Olivier est probablement en sueur en écrivant ces lignes. Et oui, beaucoup d'entre nous, avec un I majuscule, sont en sueur, mais le cataclysme n'est probablement pas pour demain. Mais voilà, dans quelle direction on va ? Dans la sécurisation de l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, dans la réindustrialisation de nos pays et dans une reconquête de la souveraineté. La globalisation et la mondialisation, la supermondialisation et la liberté des échanges, ça a très bien fonctionné pendant 30 ans. C'est un système qui arrive probablement à bout de souffle. Dès lors, lorsque Emmanuel Macron
qui doit faire partie des milieux autorisés, nous explique que c'est la fin de l'abondance. Voilà ce qu'est la fin de l'abondance. La fin du libre-échange, c'est probablement une forme de fin d'une abondance sans fin. C'est pas une mauvaise chose pour la planète, c'est pas une mauvaise chose pour les écologies, c'est pas une mauvaise chose sur plein de choses, tout simplement. Mais d'avoir tout à profusion dans une quantité quasiment pensée illimitée ne sera très probablement plus possible avec ce type de décision politique. Voilà pour ça. Les premiers qui trinquent, ce sont toujours les plus modestes. Ni plus, ni moins. Peut-être 2 news encore à faire, et puis après j'aurai oui, allez, on peut dire ça comme ça. C'est assez intéressant dès que vous voyez en fait des petits remontées, donc on a repris 40%, donc c'est plutôt intéressant de l'observer sur les cours de Bitcoin, etc. Et vous avez beaucoup de choses qui commencent à arriver sur retour 100 000 $, 100 000 $, 100 000 $, 100 000 $. Comme finalement quelque chose, comme un espèce de goût amer qu'on avait dans la bouche par rapport à l'ancien bull run, vis-à-vis de ce bear market ou cet énorme pullback, on peut l'appeler à peu près comme vous voulez, mais en tout cas on est reparti chercher les enfers. Et on retrouve en fait ces fameux 100 000 $. Il faut qu'on les ait. Il faut qu'on milite là-dessus pour faire venir un maximum de personnes. Le maximum de personnes ne viendront pas maintenant. Le maximum de personnes arriveront sur les nouveaux sommets. Et il faut du temps pour créer des accélérations, pour faire venir un maximum de public. C'est clairement pas les banques systémiques qui vont investir all-in dans Bitcoin. Pas du tout. Eux ont le temps. En fait, ils se créent du temps. En faisant des partenariats, des consensus, des compromis avec l'ensemble des banques centrales mondiales, etc., en réalité, qu'est-ce qu'ils font? En ajoutant de la liquidité, mais ils n'ajoutent pas 2000 milliards, ils vont ajouter 100 milliards par 100 milliards, par 300 milliards, par 400 milliards. En fait, ils font toujours la même chose. Ils achètent du temps, tout simplement. Et ça permettra à Bitcoin, s'il doit nous montrer quelque chose, de pouvoir continuer à accumuler, et accumuler sur des périodes de temps extrêmement longues, en défonçant et en explosant tous les petits leviers x100, etc. Et ça ne sera bien évidemment pas différent. Donc on va réaccumuler, je ne connais pas le top, je ne connais pas le bottom. Enfin, le bottom, je pense qu'il est là pour le coup, je pense que les bottoms sont faits. Il ne faut pas non plus s'en persuader, mais je pense qu'on, pour le coup, on peut commencer à se dire que ce sera peut-être difficile de retrouver du Bitcoin à 12 000 $. En tout cas, il faudra vraiment des forces pour pouvoir l'envoyer beaucoup plus bas. Et ce sera très probablement des décisions politiques. On ne va pas refaire le live par rapport à ça. Mais on va pouvoir continuer à accumuler et à voir notre famille rallier. Ce sera tout simplement qu'un nouveau cycle haussier. Et ce sera que du bon sens. Je finis juste sur quelque chose de très intéressant. J'avais oublié de vous en parler. Je suis toujours affilié Bybit et j'avais reçu pas mal d'affiliations sur l'ensemble des personnes qui étaient... soit qui se sont inscrits sur Bybit, soit sur d'autres trucs, et je vous redonne en fait tout simplement cet argent-là, en tout cas j'essaie de vous en donner le maximum, et vous avez la possibilité de doubler le petit bonus de dépôt. Donc actuellement en fait c'est 25 $ de bonus, vous l'avez juste ici, hein, comme ça je clôturerai là-dessus, recevez 25 $ de bonus pour votre premier dépôt, ce sont directement sur les contrats futurs, moi je vous propose de vous envoyer 25 $ en USDT sur le contrat spot. Donc là vous avez tout simplement dans le lien, les 50 premiers inscrits recevront 25 $ contrat futur et 50 $ sur le spot, et il me faudra juste une adresse TRC20 et votre UID. La seule condition, c'est de faire un dépôt pour avoir ces 25 et 25 de 100 $ minimum. Le faites pas par carte, parce que ça bug un peu et les banques commencent à serrer de plus en plus. Ne le faites pas par virement, ça fonctionne pas au niveau des SEPA, même au niveau de Swift, c'est un petit peu compliqué en ce moment sur nos échangeurs préférés. Donc faites-les directement de crypto à crypto, ce qui vous permettrait aussi de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc si actuellement vous êtes sur Binance, vous pouvez décrocher une centaine de dollars ou une centaine de dollars en crypto sur Bybit, si vous êtes sur Swissborg, si vous êtes sur Bitpanda, si vous êtes sur machin. Moi, personnellement, j'en ai plusieurs des échangeurs. Et ça me dérange pas, ça coûte rien sur TRC20 avec la blockchain Tron de Justinson d'ailleurs. Si j'ai encore envoyé 3000 $ hier, ça m'a coûté 2 €. Voilà, 2 $ pour, en TRC20. On-chain, hein. On-chain, réellement, donc c'est formidable. Et en plus, d'ailleurs, c'est plutôt cher, parce que les échangeurs se gavent un petit peu par rapport à ça. Demain, je vous ferai par rapport à la Ledger, parce qu'on a dépassé les 1000 lacs, et vous avez tout à fait raison de me l'avoir dit plusieurs fois. Donc c'est très simple, on refait exactement la même chose. Vous avez donc jusqu'à mercredi minuit pour voter. Donnez-moi la clôture weekly de Bitcoin pour la clôture weekly, tout simplement. Donc ce sera dimanche soir. Donc on peut retourner sur BPUSDT PERP au niveau de Bybit. On va y retourner ici sur Bybit, c'est où ? Comme ça, on a tous le même, hein, toujours la même chose, voilà, sur les perpétuels de Bybit. Actuellement, c'est 28 130 $. Donnez-moi la clôture de dimanche soir, et ce ne sera pas une Nano S+, ce sera une Nano X. Pourquoi Nano X? Parce qu'en fait, on a dépassé 2 fois les 1000 likes, que ce soit sur le live ou que ce soit sur l'autre, donc je suis très content. Donc finalement, ou sinon, dites-le moi dans les commentaires. Vous mettez votre chiffre, soit 2 clés Nano S+, donc les deux plus près, ce sera 2 clés Nano, soit une Nano X pour une seule personne. Vous mettez tout simplement votre clôture, donc 28 000, enfin je dis une bêtise, 32 576 $,
sur le contrat futur de Bybit. Et puis derrière, vous mettez juste Nano S ou Nano X, tout simplement. Et en fonction du nombre de votes, soit j'en enverrai 2, soit j'en enverrai une seule. Vous avez donc jusqu'à mercredi soir pour voter. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai été clair. Je sais qu'elle est un petit peu longue, mais on avait quand même beaucoup de choses à dire. Et pour l'instant, tout va bien. Et attendons que Bitcoin souhaite nous proposer de la consolidation pour qu'on puisse réagir, c'est intéressant, réagir sur ce marché une nouvelle fois